Bonjour et bienvenue au Balado Les Exportants, une initiative de Carrefour Québec International. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec le PDG de Tafisa, M. Louis Brassard, qui va nous parler de l'entreprise qui se distingue, qui est vraiment un fleuron dans la région de Mégantic, qui occupe une superficie de 700 000 pieds carrés et qui emploie près de 400 employés. Donc, M. Brassard va nous parler de ses investissements et des meilleurs conseils pour les entrepreneurs. La série de Balado 3 est possible grâce au partenariat avec la CDPQ. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne écoute. La CDPQ présente des portraits d'entreprises performantes du Québec en partenariat avec CQI. Pour découvrir notre offre Ambition ME destinée aux moyennes entreprises québécoises, visitez notre site cdpq.com. Bonne écoute! Donc, aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Louis Brassard, PDG de Tafisa. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour, ça va très bien, merci. Vous-même? Oui, ça va bien. Vous êtes présentement à Lac-Mégantic. Votre entreprise est vraiment un fleuron de la région. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Oui, merci. Effectivement, Lac-Mégantic, c'est une très belle région et ici, Tafisa Canada est installé depuis 30 ans. On fête notre 30e anniversaire cette année. Et c'est dans notre domaine, la fabrication de panneaux particules, c'est l'entreprise en Amérique du Nord qui a la plus grande capacité de production. Si on parle un petit peu de l'histoire de Tafisa, vous êtes une filière d'une entreprise étrangère, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, on est de propriété portugaise. Donc, la compagnie mère est basée au Portugal. Donc, c'est la famille Azevedo qui détient la grande majorité des actions de Tafisa Canada depuis plusieurs années. Donc, c'est un grand mouvement. Vous faites partie d'une grande famille. Vous êtes à Lac-Mégantic. C'est quand même un endroit, c'est privilégié, c'est magnifique, mais vous avez quand même une très grosse entreprise. On parle de 380 employés, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, 380 employés. L'entreprise, l'usine fonctionne 24 heures par jour, 7 jours semaine, 350 jours par année, parce que le marché qu'on dessert, c'est tout le Canada et l'ensemble des États-Unis aussi. OK. Donc, vous avez un produit, vous avez dû vous réinventer pour être capable d'être le leader en Amérique là, pour ce produit-là. J'imagine que la compétition doit venir d'un peu partout dans le monde. Est-ce que je me trompe? La compétition est nord-américaine. OK. Les produits qu'on fabrique, les panneaux à base de bois, c'est quand même des produits qui sont assez lourds. Donc, le volet de transport est très important. La composante de transport est très important. Donc, on n'a pas réellement de compétiteurs d'Europe ou dans les produits de base, mais il y a une compétition importante là en Amérique du Nord, chez les fabricants canadiens ou américains. Là, on va parler de vos secrets parce que là, vous réussissez à tirer votre épingle du jeu dans le marché qui est très compétitif. Donc, puis vous êtes situé dans un endroit quand même reculé. Vous êtes à Lac-Mégantic. Parlez-moi un peu de comment vous réussissez à vous positionner comme ça. Quelles ont été vos stratégies dans les dernières années? On parle de manque de main-d'œuvre, compétition de plus en plus féroce sur le prix. Comment vous faites? Donc, une des pierres angulaires là, de notre stratégie, c'est l'avant-garde technologique. Donc, ça fait 30 ans qu'on est on existe et durant les 30 dernières années, on a continuellement investi pour s'assurer d'avoir de la technologie de pointe. Donc, on a une entreprise, une très grande capacité de production, ce qui nous permet, avec des technologies d'avant-garde, les dernières technologies disponibles. Donc, ça nous permet d'être très compétitifs euh, très compétitifs avec les dernières technologies. On peut diluer l'ensemble de nos coûts sur un plus grand volume de production. Ça, c'est un premier volet. Puis le deuxième volet, c'est que dans ces 30 années-là, on a continuellement lancé des nouveaux produits, des nouveaux finis décoratifs pour toujours être à la fine pointe des tendances au niveau du design et de la mode. Donc, en résumé, là, une grande capacité de production, des bons coûts de production, puis une gamme de produits à valeur ajoutée qui permet de se distinguer
par rapport à la concurrence et de plaire à la clientèle. Donc, si on prend le premier volet pour la production, j'imagine vous devez faire l'acquisition de machinerie pour être de plus en plus performant. Comment procédez-vous pour faire votre plan là, d'aménagement? Est-ce que vous travaillez avec des personnes à l'externe? Comment ça se passe chez vous? Ouais. Ben, disons, on a notre propre équipe de projet. C'est les gens qui travaillent dans notre équipe de projet peuvent, ils ont peut-être fait des stages en production, ils ont peut-être fait des stages en maintenance, ou c'est des gens qu'on recrute de l'extérieur. Donc, on essaie d'avoir une équipe là, qui a une expérience variée. Euh, Ces gens-là, bon, visitent des fournisseurs d'équipements, visitent des foires commerciales. C'est un petit peu leur mandat d'être à l'affût de qu'est-ce qui existe, les fournisseurs d'équipements développent. On s'appuie beaucoup là, sur ce que nos fournisseurs de longue date développent comme nouvelle technologie. On regarde si c'est possible d'intégrer ça dans notre usine. Cette équipe-là prépare des plans d'investissement sur 5 ans qu'on renouvelle régulièrement. Donc, on a déjà dans une perspective temporelle de qu'est-ce qu'on veut faire cette année, l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. Euh, Parce que c'est primordial de maintenir, d'entretenir, de moderniser, puis aussi d'intégrer dans notre ligne de production, sur notre site, les dernières technologies. Donc, vous inspirez au travers de foires commerciales, vous travaillez aussi avec des experts. On voit, sur votre plan de production, vous êtes capable de produire avec 45 employés pour une bâtisse qui est énorme. Là, on parle c'est bien 700 000 pieds carrés. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça Donc, doit être, oui. l'usine opère 24 heures par jour, 5 jours semaine, que je disais plus tôt. Donc, un soir de semaine ou une journée de fin de semaine, là, il y a 45 personnes ici à l'usine pour assurer la production. Il y a des gens de supervision, il y a des gens en entretien qui peuvent intervenir s'il y a des problèmes. S'il y a des problèmes. Donc, il y a une équipe là, réellement autonome. Ils ont des gens à qui ils peuvent se référer si jamais il y a des problèmes qui sont un peu plus de l'ordinaire. Mais donc, c'est ça. Donc, parce que continuellement investi au niveau de l'automatisation, ces gens-là, c'est beaucoup c'est beaucoup du suivi, du travail dans les salles de contrôle. Et de la manipulation à l'interne, mais il y a quand même très peu de postes là, qui sont manuels à l'usine. C'est plus là, réellement là, du suivi de production, de la coordination des activités. Là. On en est vraiment rendu là. Les machines sont capables de remplacer l'humain dans une chaîne de production. Est-ce que, quand c'est arrivé, est-ce que vous avez douté qu'un jour vous alliez arriver à ça? Le doute, ça fait partie, on peut dire, de ce qui nous pousse à regarder d'autres alternatives. Oui, douter, mais c'était certainement une nécessité là, pour se démarquer puis demeurer, se défendre par rapport à la concurrence. C'était de travailler dans ce sens-là, là, inlassablement. J'ai une question qui me vient là. On est rendu à quelque part qu'on ne pensait jamais arriver. En tout cas, moi, j'aurais pas pensé qu'on aurait pu en arriver là. C'est quoi l'avenir? Mais là, on le sait pas, on connaît pas l'avenir. On connaît pas l'avenir. Quelque chose que je suis convaincu, c'est on a eu nos épreuves au travers les 30 années d'existence et on s'en est toujours sorti en travaillant en équipe, en faisant contribuer l'ensemble des gens à résoudre les problèmes. On a un modèle d'affaires que j'expliquais tout à l'heure, là, basé sur une grande capacité de production, une efficacité opérationnelle, puis aussi d'offrir à la clientèle des produits à valeur ajoutée, une gamme de panneaux décoratifs variés. Euh, Notre modèle nous a permis de passer au travers les difficultés qu'on a eues dans le passé. Donc, peut-être que je rêve en couleur, mais on pense que ça va nous aider aussi à passer au travers les difficultés à venir.
nos produits sont écologiques. Ça permet de réutiliser des matières premières, des résidus forestiers, des résidus de transformation du bois, même du bois recyclé. Donc, c'est un beau côté environnemental et de plus en plus, c'est apprécié de la part de la clientèle. C'est un souci de la part des consommateurs. Donc, on peut offrir ça. On offre ces produits-là. Donc, je pense qu'on est bien placé pour l'avenir. Comment est-ce que vous vous inspirez pour le développement de produits? Vous parliez d'aller parfois dans des foires commerciales, d'aller au-delà bon, vous suivez les tendances du marché. Oui. Comment faites-vous? Oui. Donc, on suit les tendances, effectivement. On va beaucoup en Europe. Là, on a nos équipes marketing, vente marketing, même opérationnelles, visitent régulièrement là, des expositions en Europe. On visite la clientèle aussi. Euh, Puis, on essaie de faire une belle adéquation entre, oui, les tendances du marché et aussi ce que l'usine peut produire. Parce qu'une usine ne peut pas tout faire. Euh, donc, on essaie de trouver un bel agencement entre ces deux-là. Puis ensuite, c'est ça, en 30 ans d'existence, on a lancé 20 différentes collections de finis, de produits décoratifs. Donc, toutes les années, à tous les 18 mois, là, on est en train d'amener quelque chose de nouveau au marché et on essaie de se faire une idée de ce qui pourrait être populaire. Puis ensuite, on y va à fond, en développant ça avec nos équipes vente et marketing. Puis on essaie d'amener à nos clients. Nos clients, c'est des gens qui transforment le panneau. C'est pas réellement les utilisateurs, monsieur, madame, tout le monde, dans sa cuisine ou au bureau. Mais tu sais, on essaie d'amener à notre clientèle les gens qui transforment le panneau, le produit, la gamme la plus large possible de produits. Nos produits que nous fabriquons ou les produits complémentaires qui sont nécessaires pour nos clients pour fabriquer leur projet. La bande de champ, les panneaux stratifiés, les moulures décoratives pour fabriquer les portes. Donc, ce ne sont pas des produits que nous fabriquons nous-mêmes, mais avec des euh, euh, partenariats, on essaie d'établir des partenariats qui permettent à nos clients d'avoir ces produits-là disponibles dans les coloris, dans nos coloris à nous. Donc, vous travaillez un peu un clé en main. Est-ce que vous travaillez les tendances avec vos partenaires d'affaires? Oui, oui, tout à fait. Effectivement, dans notre gamme de clients, il y en a qui sont dans le langage des réseaux sociaux, on dit des influenceurs, là. Donc, parmi notre clientèle, il y en a qui sont un peu plus à l'avant-garde, donc on les connaît bien. Donc, on les implique, ces gens-là, rapidement dans le processus lorsqu'on lance des nouvelles collections pour voir un petit peu là, quelles sont leurs impressions à eux, qu'est-ce qui les allume. Mais si ça les allume, ben OK, c'est un bon indicateur pour nous de dire, ben, on va travailler dans cette voie-là, dans cette veine-là, parce que il y a probablement quelque chose de prometteur. Quel a été votre meilleur investissement jusqu'à maintenant? Ben, c'est une bonne question. Euh, En 2004, on s'est lancé dans l'utilisation de bois recyclé. Euh, Avant ça, on n'utilisait que des résidus qui provenaient de moulins à scie, donc de transformation d'arbres dans le but de faire du bois d'œuvre, par exemple. Euh, mais notre compagnie mère en Europe utilisait déjà du bois recyclé. Donc, du bois qui devient des projets de rénovation ou de sites de démolition. Euh, ces matières-là s'en allaient vers les sites d'enfouissement. Donc, 2004, on a fait une première phase d'investissement et qui nous permettait à ce moment-là d'utiliser du bois recyclé. On a appelé cette technologie-là Rewood euh, parce que c'était vraiment précurseur à l'époque. Et mais encore aujourd'hui, là, 18 ans plus tard, on est une des seules entreprises dans notre domaine en Amérique du Nord qui utilise du bois recyclé à aussi grande échelle que nous le faisons. Donc, on est très fiers de ça.
Euh, Ça a amené quand même son lot de difficultés parce que du bois recyclé, c'est du bois qui est, par définition, il n'est pas entièrement propre. Il y a des contaminants, des métaux ferreux, des métaux non ferreux, du papier, du gypse. Donc, on a ici installé toute une multitude d'équipements. C'est un secteur de l'usine, là, c'est l'équivalent d'un édifice de 8 étages de haut dans lequel on peut retirer tous ces contaminants-là. Et en bout de ligne, ça devient du bois qui est très propre et qui nous permet de fabriquer des, 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 euh, des panneaux, euh, euh, de prolonger la vie du bois. Alors, au lieu que ce bois-là, ces résidus-là s'en aillent dans un site d'enfouissement, mais ça permet de fabriquer un panneau. Euh, donc, je suis très fier de cet investissement-là parce que on a été précurseur. Mais aujourd'hui, l'usine ne pourrait pas travailler 7 jours par semaine sans l'apport du bois recyclé, qui ça représente là, une quarantaine de pourcents de nos approvisionnements sur une de nos lignes de production. Donc, Si on retourne en arrière, là, il y a 18 ans, là, quand vous avez amené cette idée-là auprès de l'équipe, est-ce que vous avez passé pour quelqu'un de complètement euh, euh, d'avoir une vision complètement en dehors de ce qui se passait? C'était vraiment précurseur, là. Est-ce que les gens ont adhéré facilement à ça il y a 18 ans? ben, c'était précurseur. C'est pas moi qui en a eu l'idée, mais je disais tantôt, on a appelé ça, on a créé une marque de commerce, on a appelé ça Rewood. Donc, on a fait un petit peu une campagne marketing derrière ça qu'on a utilisé auprès de la clientèle, auprès de nos employés. Euh, Puis nos employés ont rapidement embarqué là-dedans. Là. Ils ont vu les difficultés que ça amenait d'amener ici à l'usine du matériel qui était peut-être suspect, peut-être contaminé. Mais ce qu'on a passé comme message, c'est que c'était nécessaire de faire cette transformation-là pour pouvoir, comme j'expliquais tout à l'heure, opérer l'usine 7 jours par semaine. Puis je dois dire, les gens ont embarqué rapidement. Là, ils ont vu le côté positif aussi au niveau de l'environnement. Puis nos gens ont réalisé que c'est une façon de contribuer par leurs actions, nos actions concrètement à améliorer le bilan environnemental de l'entreprise. Juste à l'interne. Puis la marque de commerce Rewood, ben, au niveau de la clientèle, on a publicisé ça aussi. Là, donc, on avait quand même beaucoup d'appréhension initialement à comment le marché allait accepter ça. Puis je pense qu'on s'en est bien, bien tiré. Là. Le mot, le nom Rewood est bon, puis une résonance très, très positive. Chapeau. Hein? Chapeau, ce qui démontre que quand on a de l'audace, là, c'est vraiment un bon coup, là. Puis aujourd'hui, ça vous démarque, c'est bien. Euh, Quel serait votre meilleur conseil pour rester comme chef de file pour un entrepreneur, là, dans son domaine, pour qu'il se démarque puis qu'il se positionne bien par rapport à la concurrence? Une autre bonne question. Mais je pense que la curiosité, c'est important d'être curieux, de faire des visites. On a tendance, chef d'entreprise, euh, on a différents enjeux à régler quotidiennement et on peut se faire submerger par le quotidien. Je disais, moi, ça fait plusieurs années que je suis dans l'entreprise. Puis mais je veux pas être la personne qui est la personne de ressources à tous les problèmes. Là. Je peux pas faire ça parce que je vais être submergé moi-même. Donc, on a des équipes en place qui doivent, qui sont très bien formées, très bien outillées pour régler les problèmes. Mais c'est ça, garder la curiosité, faire des visites, rencontrer la clientèle, rencontrer les employés, les fournisseurs, visiter des foires commerciales. Je pense que c'est ce qui amène c'est le moulin à idées. Ça amène des idées, ça amène des façons de voir ce que les autres font, permet de voir qu'est-ce que nous, on peut faire, on peut adapter ici pour se distinguer. Est-ce que vous visitez encore des fois ou c'est vos équipes?
Oui, oui, non, j'aime bien me promener, j'aime bien visiter moi-même, mais je n'y vais jamais seul, donc avec les équipes aussi. Avec les équipes, on prépare ces visites-là à l'avance, voir tu sais, il y a des catalogues qui sont les exposants, par exemple, et déjà planifier les rencontres et les sujets qu'on cherche à approfondir. Vous avez travaillé avec la CDPQ. Comment a été votre expérience? Excellente. Des gens très allumés. Ça fait plusieurs années qu'on travaille avec les gens de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Ce qui est vraiment fantastique, c'est que c'est une grande entreprise. Ils travaillent dans toutes sortes de domaines. Ils ont, dans le passé, ils nous mettent en contact avec des gens dans d'autres industries, d'autres secteurs, avec qui on peut échanger, on peut amener des nouvelles idées, de l'eau au moulin et avoir des échanges extrêmement constructifs. Ouais, on dit souvent qu'en tant que dirigeant, on est seul. Est-ce que vous êtes trouvé des alliés au travers des années dans le réseau pour vous aider à prendre des décisions? Oui, oui, tout à fait. Effectivement, des fois, on se retrouve seul là, parce que des fois, il nous est amené une situation, puis là, on doit trancher, puis on a à l'occasion, dans notre cercle rapproché, là, c'est ça, on est un peu isolé, on doit trancher. Donc, oui, au courant des années, je me suis développé un certain réseau là, de personnes de confiance là, à qui on peut pratiquement tous dire et ça permet d'avoir un réseau où on peut échanger des idées avant de. Parce que c'est ça, là, les idées, j'aime à penser qu'on a des meilleures solutions qui viennent lorsque ça vient de plusieurs personnes que lorsque ça vient d'une personne. Seul, on va plus vite peut-être, mais ensemble, on va plus loin et on va mieux. On va mieux surtout, là. Donc, oui. Et la Caisse de dépôt contribue à ça aussi. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite bon succès. Mais merci à vous et passez une belle journée. Bonne journée. Cet épisode a été présenté grâce au soutien de la CDPQ. Si vous souhaitez discuter davantage du sujet d'aujourd'hui avec l'équipe de Carrefour Québec International ou en connaître davantage sur l'exportation québécoise ailleurs au Canada et à l'international, obtenez plus d'informations sur notre site web cqinternational.org. Nous vous invitons à vous abonner au balado Les Exportants. De plus, une recommandation de notre émission sur Balado Québec, Apple Podcasts, Spotify ou l'endroit où vous écoutez vos balados aidera d'autres auditeurs comme vous à nous trouver. Merci. Les Exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservé. L'émission est réalisée par l'équipe de CQI. Un merci tout spécial aux invités et aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en onde de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Merci d'avoir écouté Les Exportants. À bientôt!